Madame, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée du 26 février 2022. Il est 9 heures et nous serons ensemble jusqu'à 9h30, vous l'auriez compris. Et j'étais en train de discuter effectivement avec Mina Abed qui est toujours à l'heure. Mina, bonjour. Bonjour. Comment ça va depuis hier? Très bien. Très bien, il a plu finalement? On a eu quelques gouttelettes? Peut-être. Je pense C'est que oui. possible. Je pense que oui, parce qu'il a fait quand même frais. Non, on avait prévu Quelques gouttes. Effectivement. Pas beaucoup de pluie, quelques gouttes Voilà, durant la nuit. Effectivement. On aura un peu plus de détails de toute façon dans un petit moment parce que ce matin, en venant, c'était quand même assez brumeux, hein, c'est nuageux. Brumeux, il fait froid aussi. Il fait froid, très froid aussi. Voilà, on commence quand même à sentir la saison hivernale. J'espère. Un petit peu. Non, cette semaine, je pense qu'on aura une belle surprise. On aura un peu plus de détails dans un petit moment. Ça Exactement. va sinon? Très bien. Alors, est-ce que tu as une idée de ce qu'on va parler ou les thèmes que nous avons choisis Hâte de le aujourd'hui? découvrir. Alors, d'abord, donc il fait très froid, il est un temps plutôt nuageux. Un tour en mer, ça te dit? Pas aujourd'hui parce que la mer n'est pas très belle aujourd'hui, mais oui. Ah, la mer n'est pas très belle aujourd'hui. Mais samedi quand même. Et pourtant, les gens que nous allons recevoir aujourd'hui sont toujours en quête de vagues. Ça te donne une idée? Il y a plein de disciplines, du surf. Non, peut-être pas le surf, non. Sinon, la planche à voile. La planche à voile. La planche à voile, effectivement. Donc, nous allons parler de planche à voile aujourd'hui, mais nous allons parler d'une planche à voile quand même assez particulière puisque elle a quand même commencé à être un petit peu dans les championnats du monde à partir de 2020 et elle sera donc dans les Jeux Olympiques à partir de 2024. Nous allons revenir un petit peu sur toujours cette discipline qui est connue mais avec de nouveaux matériels. Il y aura une équipe algérienne normalement parce que nous allons avoir aujourd'hui le représentant donc, de la Fédération algérienne de voile qui va nous donner un peu plus de détails. Aujourd'hui, sinon Mina, nous allons rendre hommage à l'un des piliers de la littérature algérienne, à l'un des symboles de l'identité algérienne et amazigh qui a disparu il y a 33 ans. Tu as une idée? Mouloud Mamri. Mouloud Mamri, effectivement. Mouloud Mamri à qui on va rendre hommage aujourd'hui puisque la wilaya de Tizi Ouzou va consacrer un événement qui va durer quand même quelques jours. Donc ce sera du 26 au 1er mars que plusieurs événements. Et la nouveauté cette année pour cet hommage, c'est que les festivités vont se dérouler dans plusieurs communes de Tizi Ouzou. Voilà, donc pour permettre un petit peu à tous on va dire les régions limitrophes de pouvoir participer et assister aux différents événements qui seront donc consacrés à l'hommage à Mouloud Mamri. Sinon, c'est Ahmed Hadj Amar, j'allais dire cette année. Franchement, oui, aujourd'hui. Aussi, non, ça marche aussi, il n'y a pas de souci. Ça marche aussi, effectivement. Mais sinon, c'est Hadj Amar. Dans sa rubrique, ce matin, elle a choisi de nous faire un petit voyage dans le temps. Elle nous emmène du côté de l'époque ottomane. Avec le costume, non? On devrait lui proposer, hein, effectivement. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas, effectivement, pour bien implanter le décor. Exactement. Effectivement. Et justement, elle va nous emmener du côté de Constantine pour nous faire découvrir l'un des beys de Constantine. T'as une idée? Une petite idée, mais j'ai peur de me tromper. Vas-y. Non. Vas-y. Khoudia? Tu vois? Ah bah tu vois qui tente rien n'a rien. Effectivement, il s'agit de Ali Khoudia Bey et justement Samira Hadj Amar va nous faire découvrir ce bey et nous terminerons l'émission avec une très belle exposition qui se tient en ce moment au niveau du musée du Bardo. Il s'agit d'une exposition des bijoux algériens et cette exposition est sous le thème cette année le bijou identité et authenticité. Voilà. Donc c'est le menu de cette matinée et avant de commencer, donc Mina Abed nous a promis quelques gouttelettes d'eau ou de pluie hier, aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'elle va nous promettre, n'est-ce pas, Mina? Mystère. Mystère, mais ce sera juste après le jingle. Oui. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Man. Et de retour, et Mina Abed, je ne sais pas ce qu'elle va nous promettre aujourd'hui. Ce qu'elle va nous annoncer. Allez, promettre. Ça me fait peur. Voilà, je te donne quand même une grosse responsabilité. Ouais, non, c'est pas possible. Voilà, tu vois, je me suis rectifiée. Oui. Ah, Je promets qu'il y aura de l'oxygène dans l'air.
Ça c'est déjà, voilà. Ah, ouais. Ah bah allez, je sais. Franchement, Ah mais c'est ce que je peux garantir pour aujourd'hui. c'est Le c'est reste, déjà pas mal. oui, Hein, c'est déjà pas mal. excellent. Même l'oxygène, Mina Abed, on devrait aussi s'y inquiéter avec, on va dire, Pollution. toute la pollution et puis l'urbanisation aussi, qui prend quand même Exactement. beaucoup d'ampleur, Tout à fait, toujours tout à fait. au détriment des espaces verts. C'est pour ça qu'il faut peut-être aller s'accorder un petit week-end en dehors des villes pour un petit peu prendre un bon bol d'oxygène frais, Un bain pur, d'oxygène. pur. Un j'ai bain envie de d'oxygène, dire. il faut dire que notre pays, on Sans est bien pollution. gâté, il faut dire, Exactement. par des endroits quand même, par de très très belles Tout à forêts. fait. Et puis, il y a même aujourd'hui des randonnées avec des guides, donc des randonnées Exactement. En organisées. montagne, c'est magnifique et c'est agréable. Et c'est agréable. Aujourd'hui, on peut aller sortir en randonnée? Oui, ouais, Oui et si non. on aime le Si on froid, aime. si on aime les nuages, si on aime la pluie, oui. Juste prendre des mesures Mais de pas la sécurité. mer. La mer, non. La Même mer, pas pour la voile? Bon, pour la voile, je sais pas, je m'y connais pas. On verra. Je pourrais pas. On verra Voilà. avec le représentant de la fédération. Mais ouais, on verra hein, justement le temps idéal pour faire de la voile, pourquoi Ah pas. bah voilà, on Exactement. verra. Peut-être, c'est Ici, peut-être aujourd'hui, c'est peut-être voilà. on verra avec C'est lui. à voir, C'est à voir, c'est à Oui, confirmer. exactement. Et ce sera dans un petit moment d'ailleurs. Hâte de découvrir. Ah bah voilà, mais sinon, généreusement, tu nous donnes quelques... Je vais essayer, mais je ne promets rien. Là, tu vas nous faire des propositions. Oui, je vais faire des propositions après à vous de. Allez, bah, si de ça- Boulevard Sainte-Combe. Organisez-vous comme vous voulez. Organisez-vous comme vous voulez, c'est samedi. Si vous avez envie de sortir, allez-y. Sinon, bah, restez chez vous. Voilà. Allez, tu nous donnes quelques détails Je vais essayer. généreusement. Oui, Allez, vas-y, qui tente rien n'a rien. qui ne tente rien n'a rien, d'accord, mais je ne promets toujours rien. Alors, j'ai toujours pas mon billet. Bonjour à J'ai rien tous. promis, moi non plus. Si, Hein. tu t'as pas dit non. Bonjour à tous, excellent réveil de la brume des nuages bas. C'est dense hein, ce matin sur les régions côtières. En journée, on notera un ciel plutôt nuageux, hein, toujours sur le centre. Il laisse assez couvert carrément. Vers la partie ouest avec quelques pluies éparses sur le centre et l'est des pluies. Également vers la partie ouest, on notera des vents assez forts, hein, jusqu'à 50 km/h à l'ouest et au centre. Sur les régions sahariennes, eh bien, le ciel restera passagèrement nuageux en journée, notamment sur la Saoura, le sud-ouest et le nord Sahara avec possibilité de quelques faibles pluies, notamment du côté de Tindouf, et puis un ciel dégagé vers l'extrême sud, le Gare, le Tassili, avec de fréquents bien sûr soulèvements de sable sur le Sahara central et le long des frontières algéro-maliennes. Les températures de cet après-midi, eh bien on notera sur la moitié nord 17 degrés seulement du côté d'Alger. À Naban, on notera 15 degrés à Tizi Ouzou, 14 degrés à Constantine, 17 à Guelma, 18 degrés à Oran, ainsi qu'à Chlef et Rilizane. On notera 23 degrés à Gherdaya, 24 à Hassim Saoud, 25 degrés à Ilisi, 25 degrés, pardon, à Ilisi et Tindouf, 28 à Darar et Insalah. Et enfin 36 degrés, ce sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. On notera une mer très agitée à l'ouest du pays, peu agitée à agitée sur le centre et l'est avec des vents entre 40 jusqu'à 60 km/h à l'ouest du pays, entre 20 et 50 km/h sur le centre et enfin entre 15 et 25 km/h vers la partie est. On passe tout de suite au continent africain pour aujourd'hui. Eh bien, on notera un ciel voilé à Bangui, dégagé à Abuja. C'est couvert avec des pluies à Abidjan. Côté Mercure, on notera 26 degrés à Addis Abeba, 27 à Nairobi, 34 degrés à Kinshasa et enfin 32 degrés à Abidjan. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et finalement, on note quand même une petite baisse de température. Hier, on était à 19. On était à Aujourd'hui, 19, 17 oui, sur aujourd'hui Alger. 17, oui. Il fait frais, on l'a senti ce On matin. l'a On l'a senti ce matin. Même hier. Hein. Oui, peut-être Même en hier. fin d'après-midi. En fin il a fait d'après-midi, frais. En effectivement. fin d'après-midi, Parce que il c'est a vrai fait qu'en frais. matinée, c'était plutôt ensoleillé. Oui, c'était agréable. Hein. C'était C'était agréable. agréable. Voilà. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, si vous comptez sortir, Il faut bien se couvrez-vous. couvrir. Il faut très très bien se couvrir. Voilà, bien se exactement. couvrir. Et puis si on a envie d'aller en randonnée ou en sortie, il faut juste prendre en considération les mesures de sécurité. Exactement. Voilà, merci beaucoup, Mina. Merci. On se revoit tout à l'heure, Oui. après Journal télévisé du midi, Avec plaisir. après celui de 19h. Tout à fait. Et demain, Et demain, exceptionnellement, à partir de 8h. Mais sinon, avant de nous quitter, non, mais avant de se Non, retrouver je te d'ici tout quitterai à l'heure. pas, moi. Non, jamais. Mais sinon, avant de se retrouver d'ici tout à l'heure, ça te dit d'aller faire un tour du côté du sud?
Ah oui, En plus, il fait très beau au Il sud, fait hein, très ciel beau, il fait chaud, il dégagé. fait bon, il n'y a pas d'humidité, c'est parfait. C'est parfait, un C'est climat parfait. sec, Et l'air c'est est pur. parfait. Et l'air est pur, et puis c'est ensoleillé aujourd'hui, tu nous Exactement. annonces Tinariwen, ça te dit? Oui, Et avec plaisir. comment? Allez, pause musicale, Tinariwen, et on se retrouve juste après. Et voilà, de retour sur le plateau, c'était donc Tinariwen. À présent, comme je vous l'ai annoncé au sommaire, ça va être un hommage à l'un des piliers de la littérature algérienne, à l'un des symboles de l'identité algérienne et amazigh. Il s'agit de Mouloud Mamri qui nous a quittés, il y a déjà 33 ans. Aujourd'hui, jusqu'au 1er mars, un hommage lui sera rendu au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou. Et nous en parlons justement ce matin en compagnie de monsieur Hamid Bilek. Bonjour. Bonjour, Bienvenue à vous. merci pour l'invitation. Marhaba bik. Et vous êtes archéologue et auteur. Exact. Voilà, anciennement, vous étiez au niveau du HCA, c'est comme ça qu'on vous a connu d'ailleurs. Oui, j'ai travaillé 15 ans comme beau cadre au niveau du Voilà. HCA. Je m'occupais du patrimoine culturel immatériel beaucoup plus. Et c'est le sujet aussi, sinon le terrain investi par notre cher Mouloud Mamri, il a consacré pratiquement toute sa vie pour la préservation de l'âme amazigh. Il est par excellence le chercheur le plus prolifique dans ce domaine. Bien sûr qu'il a aussi produit, puisqu'il a introduit les différents terrains de la culture algérienne et la culture amazigh en particulier. Mais la majorité, j'allais dire, de ses travaux
Et de ses œuvres les plus grandioses, c'est autour de la sauvegarde de l'âme, donc autour du patrimoine culturel immatériel amazigh. Effectivement, et justement, il a consacré tous ses travaux dans cette recherche. Il a commencé jeune, à l'âge de 20 ans environ, il était vraiment toujours en quête de cette identité, toujours j'ai envie de dire, dans le souci de collecter un petit peu toute déjà la tradition orale. Déjà parce qu'il faut dire que nous avons beaucoup cette culture de tradition orale, mais surtout de pouvoir transcrire toutes ces œuvres orales dans le souci, encore une fois, de la préserver. Effectivement, vous l'avez dit, il a commencé très jeune, il avait 20 ans quand il a commis son premier article dans une revue à Agdel sur la société berbère. Et là, il a pris conscience que lui qui est algérien, qui a fréquenté l'école française, donc il baignait un peu parce qu'on était dans la période coloniale, il étudiait dans l'école française, la langue française, la culture française, l'histoire française, etc. Et puis il se rend compte que chez lui, il y a autre chose finalement. Il n'y a pas que cette culture, il n'y a pas que cette langue, il n'y a pas que cette tradition. Donc à un certain moment, il s'est dit, c'est les autres qui ont produit, c'est les autres qui ont écrit sur nous. Maintenant, c'est le moment d'ouvrir une porte, sinon une fenêtre de l'intérieur, pour qu'on puisse nous voir selon notre perception des choses, non pas juste la vision de l'étranger par rapport à notre culture, à notre vie, j'allais dire, de tous les jours. Donc c'est comme ça qu'il a commencé à travailler justement, à s'intéresser à sa culture, à sa langue. D'ailleurs, il le dit, il disait quand je travaillais ma berbérité ou mon amazirité, je travaillais mon algérianité. Encore, il est allé beaucoup plus loin, puisqu'il a travaillé beaucoup plus sur toute l'Afrique du Nord d'une manière générale. Effectivement, et justement, tous ces travaux pratiquement ont été versés dans des travaux, dans les recherches linguistiques, littéraires et poétiques, particulièrement la poésie ancienne. Oui, je disais, Del Mouloud a investi pratiquement tous les terrains, effectivement, parce qu'il il est romancier, puisqu'il a produit quatre romans. Qui sont très connus. 4 romans, 2 d'ailleurs ont fait l'objet de 2 grands films. 2 grands films, effectivement. Et ça fait pas très longtemps que le film qui a été produit par Rachdi, c'était donc en 71 en langue arabe, il est maintenant aussi donc en langue amazigh. L'opium et le bâton. Oui, l'opium et le bâton, maintenant il est aussi en amazigh. Et il y a Tawajati Twatsin, la colline oubliée, qui a été exactement aussi produit par le feu Bouguermouh. Et les deux autres romans, c'est Le sommet du juste et La traversée. Donc c'est 4 romans qui sont d'une grande facture, mais aussi il a investi d'autres terrains comme les nouvelles. Il était scénariste aussi, puisque avant que son roman devienne scénario, L'opium et le bâton, déjà il a produit d'autres scénarios comme Le village incendié. C'est pratiquement un peu, j'allais dire, le résumé de L'opium et le bâton, puisque ça parle des apports, disons, entre l'opium et le bâton, donc entre ce que nous propose comme civilisation la colonisation, mais de l'autre côté aussi le bâton. C'est-à-dire qu'on est obligé de rentrer dans les rangs, sinon on est quelque part, on n'est pas bien, on n'est pas bon pour être dans le trou, en quelque sorte. Donc Mouloud Mamri aussi a produit des pièces de théâtre, des nouvelles, mais je disais que la sauvegarde de l'âme, parce qu'il a vu que sa langue et sa culture est pratiquement en voie de disparition. Parce que c'est le monde moderne, c'est le monde de l'écrit, c'est le monde encore même pratiquement le début des nouvelles technologies. Donc il s'est dit que c'est le moment de préserver du moins ce qui reste, parce qu'il sait que, comme le disait Ibn Khaldoun, le grand Ibn Khaldoun, qui a beaucoup travaillé sur le monde de berbère, et c'était au XIVe siècle, il disait que
tout ce qu'il y a comme richesse dans le fonds patrimonial Amazir, si on essaye d'aller vers sa collecte, vers sa préservation, etc., on remplira des milliers de livres et on n'arrivera pas à en finir. Donc, toute cette richesse culturelle, tout ce patrimoine immatériel, Del Mouloud s'est consacré. Et je disais qu'il a produit 4 œuvres universelles, qui sont les Isra de Si Mohand, les poèmes kabyles anciens, l'Ahlil de Gourara. Poèmes kabyles anciens, d'ailleurs, vous avez ramené le livre aujourd'hui. Exactement. Il y a aussi l'Ahlil de Gourara et Inès Cheikh Mohand. Cheikh Mohand a dit. Donc dans ces œuvres, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de poésie, traduite aussi donc, pour les donner à l'universel. Elles sont en langue amazigh, en kabyle ou en zénet. Et elles sont données aussi à l'universel par ce moyen de traduction. Mais pas que ça, puisqu'il a, dans ses écrits, il a produit aussi des réflexions, des analyses. Il a mis dans le contexte, il s'est mis dans le contexte de production de ces poèmes, de cette poésie, de cette richesse culturelle. Et il a parlé de la société kabyle et amazigh d'une manière extraordinaire. Quand il parle dans le poème kabyles ancien d'une forme d'anarchie codifiée, parce que c'est pas la même chose quand on voit, comme exemple, un village kabyle. Quand on le voit de l'extérieur, on se dit que c'est un village peut-être qui vit dans une forme d'anarchie de l'extérieur, parce qu'on n'arrive pas à comprendre toutes les subtilités de la langue, toute l'organisation interne, tous les mécanismes qui font organiser finalement le village. Mais quand on est à l'intérieur, on voit que tout est codifié. C'est pour ça qu'il a parlé de l'anarchie codifiée. Donc c'est pas la même vision. C'est pour ça que le savoir issu du juge-objet, puisque c'est les autres qui ont écrit sur nous, Mouloud Mamri a déconstruit tout ça pour donner une autre vision de cette organisation, de ces savoirs, de cette philosophie qu'on a et que les autres essayent de mettre de côté pour nous dire que voilà, vous avez peut-être juste des rites, vous n'avez pas de mythes. Donc Del Mouloud a travaillé, a consacré pratiquement toute sa vie pour démontrer qu'on a une langue, qu'on a une civilisation, comme toutes les civilisations, et tout en sachant que, bien sûr, les apports entre civilisations sont réciproques. Il n'y a pas une civilisation qui s'est construite toute seule. On a participé, on a donné aux autres civilisations, comme on a ramené aussi d'autres civilisations, et c'est comme ça que ça construit finalement l'humanité. Et on sait que Del Mouloud, effectivement, est très humain, très humaniste. Effectivement. Et dans ce sens, justement, notre collègue Feri El Hamdi s'est déplacé au village natal de Mouloud Mamri et est revenu donc, avec tous ces témoignages. Je vous laisse voir cet hommage que Feri El Hamdi a rendu à Del Mouloud et on se retrouve juste après. C'est à Taourir Tmimoun, à Etrini, un petit village de la Grande Kabylie, qu'est né Mouloud Mamri, un 28 décembre 1917. Del Mouloud, c'est un homme simple, c'est la fierté de notre famille. Il a toujours respecté tout le monde. Il est toujours assis avec les plus humbles gens. Donc, il n'y a que du bien qu'on peut dire sur Del Mouloud. Mouloud Mamri, ou Del Mouloud, était un homme de 100 ans, dont les œuvres se confondaient avec sa vie et sa quête de son identité et de sa culture. Et Mouloud Mamri, il a tellement fait qu'il ne sera plus oublié cette colline. C'est un personnage, un monsieur, un homme de culture. Il est issu d'une famille noble. Un simple citoyen du village. Voilà. Il s'assoit avec tout le monde.
Il parle avec tout le monde. Héritier d'un savoir traditionnel au sein de sa famille, dont plusieurs de ses membres, père, oncle, étaient lettrés. Il était parti acquérir le savoir universel pour ensuite s'en servir à développer cet héritage. J'ai connu un péché mondial. Peut-être, je dirais, peut-être un peu plus, beaucoup plus au sud, chez les Touaregs, les Mozabites et tous les gens qui habitent le sud. Il a beaucoup travaillé, beaucoup plus avec eux. Et ici, il a la côte. Tout ce qui est de Cheikh Mohamed, tout ce qui est poésie. Son intérêt pour la poésie ancienne, première matière qui lui est tombée sous la main, s'est vite développé pour le conduire à explorer d'autres disciplines. Car Mouloud Mamri est multiple. Romancier, dramaturge, anthropologue, sociologue, traducteur et poète. J'ai lu ses œuvres, j'ai lu L'Opium et le Bâton, Le Sommeil du Juste, Cheikh Mohamed Hussein, plein de ses ouvrages. La colline oubliée, bien sûr, comme il parle de Tawret Mimoun, donc la colline oubliée, elle est connue de tout le monde. En 1952, il publie son premier roman, La colline oubliée. Mouloud Mamri a écrit plusieurs romans, nouvelles, pièces de théâtre et des œuvres de la critique littéraire. Mouloud Mamri est inhumé en février 1989 à Tawret Mimoun, son village natal, à l'âge de 72 ans. Et voilà, c'était donc Fari Al-Hamdi qui a rendu hommage à Mouloud Mamri et donc s'est rendu à son village natal et a rencontré, comme vous avez vu, les gens qui l'ont connu de près. Monsieur Bilek, vous êtes toujours parmi nous, donc toujours dans le travail, toujours dans la vie, les œuvres de Mouloud Mamri. Il faut dire qu'il a été le premier, d'ailleurs, à être le directeur du Centre national des recherches anthropologiques, préhistoriques et ethnographiques. Là où aussi, il a fait un travail titanesque, justement, pour la transcription de la tradition orale et donc tout un travail pour la sauvegarde du patrimoine. Effectivement, il a passé 10 années à la tête du CRAP. De 1969 à 1979 et ces 10 années, il les a effectivement consacrées à la préservation de ce patrimoine. Et d'ailleurs, c'est pendant les années où il était directeur maintenant c'est le CNRPH, à l'époque c'était le CRAP, qu'il a aussi qui s'est intéressé surtout à l'Ahlil de Gourara. L'Ahlil de Gourara, quelque part, c'est grâce à lui qui est devenu patrimoine de l'humanité. On se dit que Del Mouloud a pris de l'avance même par rapport à l'organisation de l'UNESCO. L'UNESCO a édité ou a proclamé la proclamation, la convention plutôt de l'UNESCO en 2003, alors que Del Mouloud a fait pratiquement ce travail en 84, a produit donc Al-Ahlil de Gourara est sorti en 84. Et il est classé donc en 2008. Mais Del Mouloud, quelque part, avait cette vision. Il sait que ce patrimoine qui est divisé en deux, entre le patrimoine matériel et immatériel, il sait pertinemment que quelque part, on doit donner la primauté au patrimoine immatériel, parce que sans patrimoine immatériel, il ne pouvait pas y avoir de patrimoine matériel. Je donne un petit exemple comme ça. S'il n'y avait pas d'enseignement, on n'aurait pas à construire des écoles. Les écoles, c'est matériel, et les enseignements, c'est immatériel. S'il n'y avait pas de religion, de l'islam ou le christianisme ou autre religion, on n'aurait pas à construire des mosquées, des églises ou des synagogues. Donc pour Del Mouloud, il sait pertinemment que l'immatériel est prioritaire par rapport
au matériel. Bien sûr qu'on doit s'intéresser, effectivement, on doit préserver les deux. Bien entendu, ça va de soi. Voilà, exactement. Et aussi, il voyait cette mondialisation, cette modernité arriver à grands pas. Donc, il s'est dit, voilà, c'est le moment, c'était donc les années 70, il s'est dit que c'est le moment d'aller plus vite pour happer à la mort certaine tous ces trésors, justement, appartenant à notre civilisation, à notre culture, à notre langue. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'il est allé modestement, bien sûr, avec des équipes multidisciplinaires, puisqu'il était au CNRPA. Qu'il a lui-même formé, d'ailleurs. Voilà, il allait au sud rencontrer tous les détenteurs du savoir, et d'ailleurs à chaque fois il leur rendait hommage, lui disait moi je ne fais que collecter, mais le savoir est détenu par ces personnages qu'il a rencontrés, surtout dans le Touat, le Goulala, et pour lui c'est eux ce trésor. Et si bien sûr demain ils partent, ils emmènent avec eux tous ces savoirs. Voilà, exactement. Donc c'est comme ça qu'il s'est consacré pratiquement le restant de sa vie pour la préservation de ce patrimoine. Justement, et encore une fois, c'est un travail qui est en train de continuer à se faire, puisque à partir d'aujourd'hui jusqu'au 1er mars, il va y avoir donc ces festivités, on va dire, qui vont se dérouler un peu partout dans la wilaya de Tizi Ouzou en hommage à Mouloud Mamri, et vous-même, donc vous allez participer à cette manifestation. Effectivement, c'est la direction de la culture et des arts de la wilaya Tizi Ouzou à sa tête, Madame Goumziane et ses équipes qui font un travail formidable, sans relâche, au quotidien, dans le domaine bien sûr culturel. Et bien sûr pour les festivités donc, de la commémoration du 33e anniversaire, commémoration de la mort de Del Mouloud, il y a un programme très riche qui est prévu à partir d'aujourd'hui donc jusqu'au 1er, et ça ne va pas toucher juste la ville de Tizi Ouzou, mais c'est la nouveauté d'ailleurs de cette année. Voilà, exactement. On veut y aller vers cette culture de proximité. Donc c'est pour ça que le programme s'étale sur les différents espaces de la wilaya de Tizi Ouzou. Bien sûr, ce travail, donc ce programme est prévu en collaboration avec la direction de l'éducation nationale, parce qu'il faut impliquer justement les enfants, effectivement, avec l'APC de Beniani. Beniani, bien sûr, c'est sa région natale, la région natale d'El Mouloud, et aussi donc toutes les bibliothèques, les salles de lecture, tous les espaces qui sont aussi affiliés sous tutelle de la direction de la culture, comme la bibliothèque municipale, plutôt la bibliothèque principale de Tizi Ouzou, la cinémathèque de Tizi Ouzou, le centre culturel aussi, ou l'annexe de la maison de la culture de Azazga. Donc tous ces espaces-là seront concernés par ce programme très riche. Et bien sûr, donc, on va évoquer Del Mouloud, les travaux de Del Mouloud, parce que c'est très très important, lire, écrire sur Del Mouloud, pour ne pas rester juste dans l'aspect folklorique, même si on a besoin aussi de notre folklore, mais on ne veut pas y aller vers la folklorisation. Donc c'est pour ça qu'on veut, et la direction de la culture fait tout pour aller dans le sens de l'intellectuel de Del Mouloud, parce que Del Mouloud, il est dans la sapience, il est issu de cette culture hybride entre la culture vécue et la culture savante, parce que il a eu la chance d'être peut-être le dernier maillon entre la culture traditionnelle et la culture savante, puisque son père déjà était un amousna, ou était un amine du village, était un poète, donc il a dû lui transmettre tout ce qu'il savait. Et on veut justement, à travers ces journées, revisiter tout ce qu'a fait Del Mouloud pour permettre la renaissance de la langue et de la culture amazigh. Effectivement, et on rappelle que l'événement donc va commencer
aujourd'hui, il se tiendra jusqu'au 1er mars. Il faut dire que c'est un programme très riche, très varié. Pour avoir plus d'informations, donc, on n'a qu'à contacter donc, la Maison de la Culture Mouloud Mamri pour avoir plus ample information. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin, Monsieur Hamid Bilak. Je rappelle, vous êtes archéologue et auteur. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous. On vous retrouve demain, d'ailleurs, au niveau de Tizi Ouzou. Au niveau de la Maison de la Culture, on va encadrer effectivement donc, les élèves. Les collégiens du CEM Mouled Feraoun, un autre monument aussi de la littérature algérienne, effectivement. On va les encadrer, ils vont parler Del Mouloud, des écrits de Del Mouloud, de la réécriture un peu à leur manière des écrits de Del Mouloud. Donc on va essayer, moi et mon ami Hassan Helwan, on va essayer de les encadrer. Inch'Allah. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Et on continue. Cette fois-ci, nous allons aller du côté du musée des arts et traditions populaires où se tient une exposition permanente sur les bijoux traditionnels algériens. Et c'est Lamia Boudbouda qui s'y était rendu. On se retrouve juste après. Et c'était donc une visite au niveau de l'exposition permanente sur les bijoux traditionnels algériens qui se tient donc au niveau du musée des arts et traditions populaires. Nous allons toujours rester dans exposition de bijoux, mais cette fois-ci un peu plus haut, donc à Alger. Ça va être au niveau du musée du Bardo. Pour en parler, Monsieur Fouzi Benhimi, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Et vous êtes conseiller culturel au niveau du musée du Bardo. Effectivement. Voilà, donc en ce moment, l'exposition de bijoux algériens au musée du Bardo sous le titre ou sous le thème « Le bijou, identité et authenticité », n'est-ce pas? Effectivement. Le musée du Bardo tient à organiser cet événement déjà à l'occasion de la journée mondiale du patrimoine arabe, d'une part, et de l'autre, pour valoriser toute la collection qui existe déjà à l'intérieur du musée, dont parmi elles, effectivement, la collection des bijoux algériens. Donc cette exposition s'étale sur une collection très belle et très large, aussi riche que variée, de toutes les régions de l'Algérie, de l'Est à l'Ouest, du Nord jusqu'au Sud. Donc c'est une exposition qui, comme son titre l'énonce déjà, qui raconte non seulement la beauté de l'art algérien, la diversité, mais c'est quelque part une vitrine de l'identité du patrimoine algérien. En fait,
ces bijoux racontent beaucoup plus qu'une simple maîtrise de l'artisanat, de l'esthétique, de la matière qui est en elle-même précieuse. Mais ça reflète toute l'identité et la tradition algérienne. Et sa richesse, c'est dans sa diversité. Alors, ce sont donc des collections, généralement, plusieurs, j'ai envie de dire, de ces bijoux ont peut-être plusieurs fois, sont plusieurs fois centenaires, d'autres un peu plus récentes, mais donc ce sont généralement des dons de femmes, des dons de, j'ai envie de dire, un patrimoine familial qu'on pourrait faire comme don au niveau du musée. Pour la plupart, effectivement, mais pas que ça. En fait, le musée se tient aussi pour mission d'acquérir certains objets qui ont une valeur historique, identitaire par rapport à notre spécialité. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le musée du Bardo, il a deux missions, c'est l'archéologie et l'ethnographie. Et donc, dans ce contexte, il peut se permettre d'acquérir des objets d'art de valeur, mais aussi historiques. Pour la plupart, et pour le reste, ce sont, comme vous l'avez dit, des dons de personnes qui tenaient à préserver la mémoire, à préserver leur identité, leur héritage, à travers le musée du Bardo. Et ce qu'on tient effectivement à réaliser à travers toutes ces expositions, c'est en fait de présenter ces collections, mais de renouer avec ces personnes qui nous ont légué ces trésors. Et justement, vous avez évoqué un petit peu la mission, j'ai envie de dire, ethnographique du musée du Bardo, comme encore une fois le souligne le thème ou l'intitulé de l'exposition, le bijou, identité et authenticité. Nous, on sait très bien que le bijou est déjà un objet ornemental, il a donc un petit peu ce côté esthétique, mais il a aussi, j'ai envie de dire, ce côté communicationnel. Donc il a toujours un message, il y a toujours quelque chose qu'on veut dire à travers le bijou. Donc il n'y a pas que le côté esthétique, mais il y a quand même tout un côté, j'ai envie de dire, là où on a envie réellement de faire passer des messages et de dire quelque chose. Effectivement, en fait, le bijou n'est pas qu'un simple accessoire ornemental ou qui a de la valeur d'un point de vue héritage ou financier. C'est un procédé complexe dans les sociétés d'autrefois qui portait à transmettre d'une part un message et qui s'inscrit dans une sorte de tradition, de rite. Mais pas que ça, c'est un matériel, c'est un patrimoine aussi bien matériel qu'immatériel. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces bijoux sont différents d'une région à une autre. De par la nécessité d'organiser d'ailleurs l'exposition actuellement au Bardo par région, d'autres par exemple la région de l'Aurès, les bijoux de l'Aurès, les bijoux de l'Atlas saharien, d'autres citadins, et dans les bijoux citadins on trouve plusieurs villes. Donc dans chaque région, dans leur tradition, les gens tiennent à présenter un petit peu ces bijoux à travers un procédé social, une sorte de tradition qui les représente et qui signifie à chaque geste, à chaque procédé quelque chose. Donc il y a une symbolique énorme, c'est un langage en réalité, c'est un langage de communication qui est propre à chaque région. Donc on tenait non seulement à mettre en avant cette collection, mais il y a toute une expographie derrière. Il y a toute une muséographie, d'une part pour préserver ces collections, mais de l'autre pour raconter l'histoire. C'est-à-dire il y a vraiment un travail de fond, il y a un travail scientifique. Les bijoux derrière, il y a une recherche, il y a des spécialistes qui prennent un temps énorme et fou à développer et à découvrir l'histoire de chacune pour que les gens puissent comprendre à travers cette exposition la nature de ces bijoux, mais aussi ce qu'ils racontent, comment chaque société, chaque région tient à montrer sa tradition pour qu'on puisse décoder les codes et le langage de communication de chacune. On est en train d'entrer dans l'universalité, d'où le fait d'exposer, c'est-à-dire de vulgariser un petit peu la langue et de transmettre ces messages non seulement
au reste de tous les Algériens, mais aussi au monde entier. Effectivement. Alors, est-ce qu'on peut trouver des similitudes, par exemple, encore une fois, dans tous ces messages, dans tout ce langage, est-ce qu'on peut trouver des similitudes entre les différents bijoux des différentes régions, mais aussi des différentes époques? Si. Ce qu'il faut savoir, c'est que les régions autrefois n'étaient pas isolées. Il y a toujours des échanges, Et donc, la maîtrise autour de l'objet du bijou se faisait par échange, l'expérience aussi. Et donc, certaines pratiques pouvaient être transmises à d'autres régions. Le choix des matières, le choix des couleurs, en fonction des habitudes de chaque région, elles pouvaient être adaptées ou même changées. Mais le fond, il est là. On reconnaît distinctement les caractéristiques de chacune qui sont vraiment, vraiment uniques. C'est pour ça qu'il nous a été, en fait, un petit peu facile d'organiser l'exposition en créant une sorte de parcours par région. Voilà, mais sinon, qu'en est-il des matériaux utilisés autrefois pour confectionner les bijoux? Alors, on sait très bien que l'argent comme matière est très, très utilisé, mais y aurait-il d'autres matériaux qu'on peut donc trouver dans la confection des bijoux? Oui, en fait, tous les bijoux ne se ressemblent pas, ni dans la forme, ni dans la matière, ni dans les matières, les pierres précieuses qui la composent. Chaque collection, ou des fois même chaque bijou, tend à utiliser des fois des matières un petit peu uniques. Par exemple, dans notre exposition, on a des collections très diverses. Pour la région de Kabylie, on reconnaît bien là la présence de l'argent, on reconnaît bien la présence des pierres différentes couleurs, qui dans chaque bijou, 3 couleurs différentes de l'autre signifient quelque chose. On retrouve bien dans la région par exemple de Tlemcen l'or qui est très présent, qui est presque même dominant. Dans chaque ville, chaque région, on reconnaît la particularité non seulement sur la forme et l'ornement, mais aussi dans la composition du bijou, c'est-à-dire la matière. Mais cela, par exemple, le bijou kabyle, on a tendance à croire que le fait est de se pencher sur le choix de l'argent comme matière représente un manque économique d'une part, et que c'est par manque de finances que les gens n'ont pas tendance à avoir recours. Alors que non, c'est une culture inscrite, traditionnelle, c'est-à-dire l'argent raconte pour la Kabylie, ou même toutes les régions du nord africain qui sont imprégnées par cette culture amazigh, pour eux, l'argent raconte beaucoup plus que l'or ou n'importe quel métal précieux. Donc, et c'est là que la recherche entre en jeu, en fait, pour divulguer ces secrets, ces symboles et ce que représentent ces matières. Effectivement, mais qu'en est-il aussi du recours, par exemple, aux pierres précieuses, semi-précieuses, le corail aussi, qui est très présent dans les bijoux traditionnels algériens? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, on va prendre à titre d'exemple, les régions côtières. Si on retrouve le corail très 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 présent dans les régions côtières, c'est parce que simplement la pêche le permet et que c'est une pierre précieuse très présente dans les récifs et dans la région. Donc plus on s'éloigne de ces régions et plus on trouve ce corail un petit peu, c'est-à-dire l'utilisation elle est réduite, voire même quasi absente, comme par exemple c'est le cas au sud. Mais ça n'empêche pas l'utilisation de celle-ci occasionnellement. Parce que vous l'avez dit, les régions n'ont jamais été séparées, donc il y a toujours de l'échange, même commercial, entre les différentes régions. Mais dans le sud, plus on s'éloigne vers le sud, on trouve que le corail a plus de valeur que l'argent en lui-même. C'est-à-dire que, vu l'absence de ce matériau, vu sa rareté, il constitue une pierre très 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 précieuse, ce qui n'est pas forcément le cas dans les régions côtières. Donc il y a aussi cette logique d'utiliser les métaux précieux qui sont disponibles à proximité. Voilà. Mais sinon, aujourd'hui, il faut dire, avec la mode des fantaisies, donc on voit quand même qu'il y a... Le bijou a été
très 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 modernisé. Mais quand même, on trouve toujours cette touche traditionnelle qui est toujours un petit peu la base de la confection du bijou aujourd'hui. Oui, oui, je crois que, enfin, à mon sens, personnellement, je crois que c'est naturel parce que les gens se reconnaissent à travers ça. Quelqu'un qui est né dans un environnement bien précis se reconnaît dans les codes qu'il a l'habitude de voir chaque jour. Et lorsqu'on l'extirpe un petit peu de cet environnement, il a du mal à se reconnaître ailleurs. Donc lorsqu'il trouve un bijou qui lui rappelle un souvenir, un bijou, surtout pour la gente féminine qui se retrouve vraiment même psychologiquement à l'aise, qui se sent valorisée, ce serait plutôt à travers ces bijoux et qui existent dans sa conscience, dans ses souvenirs, même s'il s'est modernisé. Il suffit de retrouver le geste, ce geste dont elle a l'habitude de voir, cet ornement qu'elle a l'habitude de voir, ou même cette matière qu'elle a l'habitude, même si c'est une matière factice, pour qu'elle le porte, pour qu'elle se sente encore une fois valorisée et elle retrouve quelque part son identité. Effectivement. Alors pour revenir un petit peu encore une fois à votre exposition, donc ça va être une exposition donc de bijoux, mais le bijou finalement, j'ai envie de dire, particulièrement donc dans les temps anciens, suit automatiquement, j'ai envie de dire, la tenue traditionnelle. Donc, en fait, tout va ensemble. C'est indissociable, d'où l'appellation au début, en commençant, lorsque j'ai dit c'était un bijou, mais un accessoire. Ce n'est pas qu'un accessoire, en fait. Tout entre dans une sorte de composition globale, l'un indépendamment de l'autre, on n'y s'y retrouve pas. Mais lorsque le bijou se retrouve avec la tenue vestimentaire qui va avec, en fait, là on reconnaît bien la région, on reconnaît bien sa tradition et l'identité. Donc en fait, ce n'est qu'un accessoire dans un ensemble plus large. Alors est-ce qu'on peut, durant cette exposition, voir un petit peu une reconstitution, j'ai envie de dire, des faits ? Une reconstitution, ceci n'a pas été prévu. Peut-être éventuellement un prochain événement, il y aura lieu de penser à un aménagement, un agencement scénographique qui pourrait éventuellement permettre de reconstituer le mode de vie et la tradition dans son ensemble. Effectivement, donc c'est une exposition qui se tient jusqu'à Elle va durer au minimum 3 mois. En minimum 3 mois, très bien. Donc, avec bien entendu toutes les, j'ai envie de dire, les mesures sanitaires sont prises en considération, encore une fois. Et donc, une fois sur place, parce qu'il faut dire qu'il y a des bijoux qui sont très familiers, qui nous est très familier, parce qu'on les utilise toujours, d'ailleurs, même si c'est pas pour tous les jours, parce que ce sont quand même des accessoires assez imposants, il faut le dire. Donc, si on parle par exemple des fibules, des grosses chaînes, donc c'est un peu imposant. Mais sinon, il y a d'autres bijoux qui sont peut-être moins connus, n'est-ce pas ? D'où le fait de faire cette exposition, c'est de mettre à jour des objets qui sont quasiment, pour ne pas dire uniques, je dirais très rares. Vous venez de citer un titre d'exemple, le fibule. D'autrefois, il tenait des dimensions qui allaient plus ou moins jusqu'à 30 cm de diamètre. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de se déambuler avec un bijou de cette dimension. Mais par contre, la modernité et le fait que l'artisanat s'est un petit peu adapté avec le temps a fait que ces bijoux ont pris une forme beaucoup plus réduite, des motifs beaucoup plus réduits, pour les assortir à un usage plus quotidien. Alors qu'autrefois, c'était un usage exceptionnel, c'était pour un événement très important, le mariage, la naissance, donc voilà, c'était ça son contexte. Effectivement, donc on rappelle que l'exposition se tient en ce moment au niveau du musée du Bardo et on aura peut-être 3 mois devant nous pour apprécier tous ces bijoux, n'est-ce pas ? Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Donc je rappelle, Monsieur Fouzi Benhimi, vous êtes conseiller culturel au niveau du musée du Bardo. Merci encore une fois. Alors parlons de ce matériel, de ce patrimoine matériel, de ce patrimoine immatériel. Il faut dire qu'il y a beaucoup retour à tout ce qui est traditionnel, pas seulement dans les bijoux, mais aussi dans les bâtis. Du côté de Tlemcen, aujourd'hui, les Tlemceniens retournent un petit peu aux bâtis mouresques, aux bâtis traditionnels, comme se faisait autrefois. Et justement, notre collègue s'est rendu à Tlemcen pour voir un petit peu cet intérêt pour le bâti mouresque. On se retrouve juste après. Ancienne capitale des Ianides, Tlemcen ou Tilimcen fut fondée à la fin du XIe siècle. Aujourd'hui, la ville est dotée d'un riche patrimoine historique et architectural,
aux influences berbères, arabes, ottomanes et andalouses, elle conserve toujours son authenticité malgré l'émergence de nouvelles constructions. Les anciennes bâtisses gardent encore un cachet historique. التلمساني اللي هو دو طراز مغربي اندلسي هي التزيين ما يكونش من الخارج. Une maison tlemcenienne a un cachet purement maghrébin-andalou, avec une décoration riche, mais exclusivement à l'intérieur de la bâtisse, où on peut retrouver de la mosaïque, du zleij et du marbre blanc de type onyx. نصيبوا عاود الصحن لازم يكون فيه نافوره، عاده تكون من الرخام، الرخام اللي كان هنا مشهور في تلمسان الرخام الابيض الاونيكس. La réhabilitation de ces vieilles maisons est une priorité pour les pouvoirs publics, mais aussi pour certains tlemceniens qui tentent de construire des maisons typiques de la région. À l'exemple de l'architecte Ilias, en charge de la construction de cette bâtisse avec une façade de style arabo-mauresque. On n'est pas obligé Nous ne sommes pas obligés de payer une fortune pour la réalisation d'infrastructures dans un style arabo-andalou. Il suffit simplement de rester fidèle au style architectural tlemcenien. Le plus important dans tout cela est de faire un réel travail de recherche pour ne pas créer des styles qui n'ont rien à voir avec notre patrimoine. Le respect des spécificités architecturales des régions, notamment les villes anciennes, permettra de conserver leur mémoire, et ce pour préserver leur identité culturelle et leur harmonie architecturale. Et voilà, de retour sur le plateau, c'était donc un reportage de notre collègue Yamina Saidi qui s'est intéressée à toute cette architecture mauresque et comment les Tlemceniens donc donnent de l'intérêt à cette architecture, donc un retour finalement à tout ce bâti architectural. On va la retrouver. Oui, j'aime beaucoup le travail Yamina Saidi. On va la retrouver dans le reportage tout à l'heure sur la citadelle d'Alger. Vous avez compris, elle est là. Oui, c'est moi. Salut. Bonjour Nour. Comment ça va Samira? Alhamdulillah, très bien. Alhamdulillah. Alors Samira, Yamina Saidi nous a quand même emmené à Tlemcen, un petit voyage dans le temps à travers l'architecture. Très belle architecture à Tlemcen. Effectivement, donc il y a un retour même des simples habitants. Donc c'est très intéressant de garder quand même le cachet de la ville. Il faut bien sûr, c'est une identité, c'est l'histoire, ça raconte, c'est la mémoire et l'histoire de l'Algérie. Il faut la conserver. Mémoire et histoire d'Algérie. Comme la citadelle. Comme la citadelle. Et voilà, tu nous emmènes en voyage, toi, ce matin. On va faire un petit voyage dans le temps. Un petit voyage dans le temps. Oui, on va aller à la citadelle d'Alger, Dar Sultan, ce qui était appelé avant Dar Sultan. C'est un endroit magique, c'est un point culminant d'Alger, c'est le cœur palpitant de l'Algérie, et de l'histoire d'Alger surtout, puisque ça fait face à la Méditerranée, et la Méditerranée est noyée de notre histoire. Ça raconte beaucoup de l'histoire de l'Algérie, et notamment de la marine algérienne, qui a commencé, on va dire entre guillemets, elle a commencé bien avant, mais voilà, avec la fondation de la Régence d'Alger, c'est les frères Barberousse, et c'est à l'époque de Harroud surtout, que le Dar Sultan est édifié. Ça commence, ça dure plusieurs années, c'est construit, donc là, ils ont terminé la construction de la citadelle d'Alger, Dar Sultan, en 1591, et c'était pendant Harroud Khaireddin, les deux frères Barberousse. Sinon, on trouve au niveau de Dar Sultan, il y a la statue de Khaireddin Barberousse. Voilà, j'ai réussi. On y arrive. Voilà, alors c'est un endroit particulier parce qu'à la base, c'était purement militaire. C'était la marine algérienne qui était installée là-bas. Sauf qu'en 1817, Ali Ben Ahmed, plus connu par Ali Khouja, que tu connais puisqu'il était bey à Oran, on l'a vu? Non, on l'a pas vu. Non, on l'a pas vu. On va le voir. Voilà. Ali Khouja, qui lui était à Constantine, arrive à Alger. Ça, c'est la marine. Ça, c'est. Alors. Ça, c'est le pénon d'Alger, je crois. Ah, bon. Oui, c'est le pénon d'Alger. C'est le MOL, c'est la Dars. Voilà, on le voit. Voilà, c'est lui. C'est Ali Khouja, Ali Ben Ahmed. C'est lui, il est beau, il est magnifique. Arrive de Constantine. Il est surtout riche. On dit qu'il est fou, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il aimait l'argent, mais ça, c'est connu à l'époque, puisqu'il faisait payer tout le monde. Il faisait payer tout le monde. Et surtout les Américains, les Français et les Anglais. Il faisait payer tout le monde. Et ce qui est intriguant dans son histoire, c'est qu'il faisait la collecte lui-même. Oui, c'est ce qui était un petit peu très particulier chez lui. Donc lui, il est nommé à Alger, il est nommé surtout, il consolide son autorité avec le Diwan, ou ce que les Occidentaux, les Occidentaux appellent l'Ojak,
ce qu'ils appellent le divan, donc la porte sublime Istanbul. Voilà, Istanbul, Constantinople, pardon. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Ali Khuja arrive. Il faut savoir qu'avant le gouvernement central, le pouvoir à Alger, pendant la régence d'Algérie, c'était Dar el-Janina, le palais de Janina, qui n'existe plus, il est à la basse Casbah. Les militaires, les marins, la marine est en haut. Dar Sultan. Et lui, quand il arrive, il est tellement suspicieux, il a tellement peur, il a un problème avec les janissaires, donc le corps d'armée turc ou ce qu'on appelle les Ottomans. Qu'est-ce qu'il fait? Il a peur du coup d'État, il monte à la citadelle d'Alger. Voilà. Donc la citadelle d'Alger devient, en fait, change. Il n'est plus le pouvoir militaire, mais il est le pouvoir, on va dire, général, du gouvernement général d'Alger au temps de la régence d'Alger. Voilà, donc on pourrait peut-être regarder le reportage de Yamina Saïdi, elle nous raconte l'histoire de la citadelle d'Alger. C'est un endroit magique qui malheureusement a été transformé pendant la colonisation française, mais on y reviendra. Effectivement, allez, on va voir le reportage de Yamina Saïdi qui, elle, revient sur l'histoire de la citadelle. On se retrouve juste après. La citadelle de la Casbah d'Alger, ce site classé patrimoine mondial de l'UNESCO en 1992, regroupe des édifices marqués par le temps et l'histoire. Les travaux de sa restauration sont en cours depuis 2012. Certains ont même été finalisés, comme ici à la mosquée du Dey. Le Dey l'a construite justement pour ses besoins lors de son déplacement vers la citadelle, qui était déjà une structure militaire. Et dû aux insécurités du pouvoir, il s'était déplacé vers la citadelle. Et donc cette mosquée, c'est une mosquée à Khotba, du vendredi, qui recevait les hauts dignitaires. Elle a la particularité d'être une mosquée, on dira, donc elle est de rite hanafite. La poudrière Dar el-Baroud, qui tire son appellation du fait qu'on y fabriquait de la poudre à canon, dans la finalisation et à plus de 90%, raconte bien des histoires. Parmi les spécificités de ce bâtiment, on trouve le système d'aération qui se fait par le biais de deux murs, où nous avons deux murs avec des fenêtres qui ne sont pas alignées pour avoir toujours cette aération, la ventilation, sans avoir d'éclairage direct et de rayons solaires, pour éviter toutes sortes d'explosions. Plus haut, au Palais des Bey, l'opération s'avère plus délicate. Les travaux lancés en 2016 n'ont même pas atteint le taux des 50%, vu les contraintes techniques. Le palais des Bey, il est construit sur la muraille, donc sur la muraille de la Casbah. Et la difficulté donc, dans les travaux de consolidation, c'est justement le fait qu'il soit sur cette muraille. C'est le palais du Dey, Dar Sultan. Il surplombe la citadelle et constitue l'édifice le plus important. Il retrouve petit à petit. Voilà, donc c'était un reportage de Yamina Saïdi qui, elle, est revenue sur la citadelle d'Alger. Un endroit magnifique. Magnifique. Alors, je voulais juste revenir sur la période des Dey. On va juste rappeler que le reportage a été réalisé à l'occasion donc, de la journée nationale de la Casbah. De la Casbah, de la préservation de la Casbah, c'était le 23 février dernier. Voilà, et Yamina Saïdi est allée avec Boutelja. Voilà, l'interviewé. Ce qu'on a vu, c'était un ensemble d'architectes restaurateurs. Ils sont là depuis un petit moment, ils essaient de restaurer. La restauration de la citadelle, ça fait un moment qu'elle a lieu. D'abord parce qu'il y a eu un massacre réalisé par les Français comme ça c'est pour la basse Casbah d'ailleurs. Ils ont fait passer la route au milieu, ils ont détruit des batteries, donc les tours de guet qu'il y avait 7 batteries qui gardaient Alger par le sud, par le nord. Voilà, il y en a une qui est tombée récemment en 2012. Bon, eux, ils essayent de restaurer. Il y a une batterie qui a été transformée en Srefa. Il y avait un musée militaire du temps de la colonisation française. Il y avait de très très jolies collections. Il y avait beaucoup de choses à l'intérieur. Et les Français ont tout emporté en 1962 quand ils sont partis. C'est dommage, c'est un pillage qui est... Normalement, on pourrait le récupérer. Après 62, qu'est-ce qui se passe? À 1962, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a 200 familles algériennes qui s'y installent. Donc il y a aussi un petit peu de transformation. L'endroit n'est pas protégé, conservé. Et Dieu merci, en 1998, l'État, donc l'autorité, décide de... Il y a des lois sur la préservation du patrimoine algérien qui sont donc sorties par décret. Et depuis d'ailleurs, il y a des restaurations
il y a la restauration de la Casbah et notamment de la citadelle d'Alger. Malheureusement, en 2003, il y a eu le tremblement de terre. Oui. Ça a été aussi un peu terrible pour la citadelle comme pour la Casbah. Mais heureusement, il travaille. Il travaille à la Il continue à restauration travailler notre effectivement mémoire. pour la restauration. Je reviens sur la période des Dey. Alors, il y a on va dire une hiérarchie. Ça a commencé par les sultanes, donc les frères Barberousse qui ont fondé la régence d'Alger. Ensuite, il y a eu les Beylerbey, il y a eu les Pachas et donc les Dey. Les Dey ont régné sur Alger de 1671 à 1830. Ali Khouja est l'avant-dernier Dey d'Alger. Juste après lui, il y a eu Hussein. Hussein Dey, qui, on le connaît bien sûr, c'est le dernier donc, régent d'Alger. En 1827, c'est le coup de l'éventail. Et il a lieu à la citadelle, pas au palais de la Janina ou ailleurs. C'est là-bas qu'il a lieu, dans donc son diwan, là où il reçoit le consul français de Val. Cette histoire de coup d'éventail, c'est en 1827. La colonisation, c'est en 1830. 1830. C'est là-bas que ça se passe. C'est un endroit magique. Il y avait des faïences, il y avait du marbre, il y avait un tas de choses. C'est toujours le cas. Bon, ça a été un peu dénaturé. Donc il y a eu 16 Dey durant cette période. Donc je rappelle 1671 et 1830. Ali Khouja est l'avant-dernier. Il est mort. Il a régné pendant une année. Donc de 1817 à 1818, année où arrive Hussein Dey. Il est mort de la peste. Il n'a pas eu de chance, hein. Il n'a régné même pas une année. Donc, alors que tout le monde les janissaires voulaient sa peau et son argent surtout. Et il est mort de la peste finalement qui a touché en fait tout Alger. Voilà, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Voilà, on peut peut-être parler de ta référence qui est très intéressante. Aux éditions ANEP a sorti ça, c'est bien, il y a quelques temps déjà, mais c'est intéressant. Ça raconte la saga des Beys. Alors, juste pour rappeler, les Ottomans, l'Empire ottoman, on va dire, la régence des Turcs en Algérie, à l'époque de Ali Khouja, était seulement de 16%. Tout le reste était... donc il y avait une partie... c'était entre 16% et 30%. Il y a une partie des tribus qui étaient soumises, mais tout le reste... était autonome. D'ailleurs, même quand la colonisation française a commencé sur plusieurs années, les Français n'ont jamais colonisé toute l'Algérie en une fois. Ça a pris des années. Et donc, à ce moment-là, quand les Français sont arrivés, c'est juste 16%. Les Beys, c'est qui? Ceux d'Oran, ceux de Mascara, celui du Titri, celui de Constantine, bien sûr, qui est plus ou moins connu, mais même celui d'Oran et celui d'Alger. Ça fait seulement 16% du territoire algérien. Et Ali Khouja est venu donc de Constantine. De Constantine, c'est l'arrière-grand-père de Ali Khouja, le grand peintre, neveu des grands artistes, du miniaturiste Rassim. C'est son oncle maternel en fait. Voilà, on les connaît, c'est une grande famille, c'est une famille d'artistes et on est fiers de les avoir. Voilà, effectivement. Et il faut dire que son fils, Ali Khouja, continue toujours le travail donc, de sa filiation exactement, de conservation surtout. Mais il faut dire aussi que Ali Khouja Bey il n'était pas connu par la force, justement, contrairement à beaucoup d'autres beys. Il a fait des alliances, beaucoup d'alliances avec les Zouaouas en Kabylie. Et avec les Kourlourli. Donc les Kourlourli, c'est qui? Ce sont les Algériens qui se sont mariés avec les janissaires. Les janissaires, c'est les militaires turcs ou ottomans. Donc leurs enfants sont les Kourlourli. Et Ali Khouja, lui, qu'est-ce qu'il fait quand il a peur, en fait, quand le destitue du pouvoir? Il tisse des alliances avec les Kourlourli et il avait une garde donc, des janissaires très proche de lui pour faire face, et plus bien sûr les alliances, les Zouaouas de Kabylie, pour faire face au coup d'État que les janissaires voulaient lui faire. Voilà. Il prend tout son argent, beaucoup d'argent et beaucoup d'or, et il monte à la citadelle pour se cacher. Il l'échappe à une mort certaine, mais il meurt de la peste après. Voilà, effectivement. Voilà, c'était donc un petit tour historique que tu nous as proposé ce matin, donc du côté de l'époque ottomane, pour faire plus ample connaissance avec Ali Khouja Bey. Merci beaucoup. Merci, Noor. Samira, on se retrouve samedi prochain pour une autre virée historique. Inch'Allah, avec plaisir. Je voulais revenir sur
sur la période des Vandales. Vas-y. Donc, non, en fait, la semaine prochaine, les Vandales. J'allais te dire, vas-y, je te donne encore 3 minutes. Oui, tu me donnes 3 minutes encore. Je te donne 3 minutes encore. Monsieur Amrich qui va venir mais si c'est pour les Vandales, on va essayer de laisser ça pour la semaine prochaine. Oui, tu auras un peu plus de temps. Oui. On aura beaucoup de choses à dire aussi. Sinon, j'ai rencontré tout à l'heure Monsieur Amrich qui va passer avec toi. Juste après. Oui, juste après. Il m'a parlé du festival, de la compétition nationale de kitesurf qui va avoir lieu en mars. C'est un très très joli sport, très très bon sport. Et tu comptes y participer? J'aimerais bien y aller, même si c'est à titre sans travailler. Et toujours au mois de mars. Au mois de mars, il y aura un autre festival que tu connais, auquel tu as déjà participé, que tu aimes beaucoup, effectivement, les cerfs-volants. Oui, Monsieur Bourali et son équipe. Ce sera la deuxième édition. Ils font toujours coïncider avec la journée nationale des personnes handicapées. Et c'est un très bel événement. Effectivement, ce sera la deuxième édition. Il est avec Samia qu'on salue. Eh ben voilà. Merci beaucoup Samira. Donc Samira se retrouve la semaine prochaine. Inch'Allah, ce sera les Vandales. Oui, probablement. Et Saint-Augustin, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, Samira. Et donc, en compagnie de Samira, on a parlé des Bey, on a parlé des Day. Cette fois-ci, on va aller voir un groupe Day. Simplement. Ben voilà. Ça, c'est Amel qui a pensé. Hein. Très, très, très belle. Voilà, très bonne idée. Merci, Amel. Elle me permet de ne pas faire de longues transitions, finalement. Et voilà, donc ce sera groupe Day qui va nous interpréter Meriouma et on va parler dans un petit moment de planche à voile. Pensez à Mariam Akak. Et ben voilà. راسي طليت من البالكون وتريب ساستي وشفت حمام Et voilà, c'était donc Groupe Day qui nous a interprété cette magnifique chanson de Meriouma. Et à présent, on va s'intéresser à la voile et ce sera en compagnie de Monsieur Adlan Amrich. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Et vous êtes le directeur technique national de la Fédération algérienne
de la voile. Exact. Voilà. Alors aujourd'hui, donc c'est une discipline qui est quand même assez connue en Algérie, assez, on va dire, pratiquée. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'on va parler, j'ai pas envie de dire, voilà, pas d'une nouvelle discipline, support. mais un nouveau support, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors de quoi il s'agit? Donc il s'agit d'un nouveau support, c'est du foil. Donc c'est une planche qui a été lancée récemment. Elle va faire son apparition pour la première fois pendant les Jeux Olympiques de Paris en 2024 et éventuellement pour les JM d'Oran en 2022. Ah d'accord, on aura l'exclusivité quand même. On aura l'exclusivité, donc c'est vrai qu'il y a eu des championnats qui se sont déroulés sur le support. Mais ça reste toujours très récent, ça a commencé en 2020 seulement. Voilà, c'est très récent. Donc les meilleurs, les mondiaux sont montés sur la nouvelle planche dès qu'ils ont terminé avec les Jeux de Tokyo. Voilà, donc cette fois-ci, elle va faire son apparition en Algérie. Elle va faire son apparition en Algérie, donc c'est quoi finalement les caractéristiques ou quelle est la différence entre donc, le foil et la planche à voile que nous connaissons, la classique que nous connaissons? D'accord, avant il y avait donc la pratique de la voile, c'est la pratique sportive de la voile, c'est la monotypie. Donc qu'est-ce que vous appelez la monotypie? Donc tous les concurrents doivent avoir le même matériel, la même planche. Avant c'était la RSX, donc elle a tenu deux JO, celle de Rio et de Tokyo, et à partir de 2024 ça va être le foil. La différence c'est l'aileron. En fait le foil c'est tunnel, c'est tunnel qui vient au-dessus de la planche, et la planche elle décolle. Elle décolle carrément de l'eau, donc elle navigue sur l'eau. Voilà, donc il n'y a pas finalement de contact entre la planche et... Alors, c'est plus difficile, c'est plus facile, c'est plus physique, c'est plus technique finalement? Je pense que c'est plus technique, c'est plus technique que physique. Et on a confiance quand même en nos jeunes, ils peuvent s'adapter rapidement. Ils ont déjà commencé? Ça fait plus d'une année qu'ils ont commencé sur une planche d'initiation. C'est pas la planche qui va être utilisée pendant les Jeux. Donc c'est une planche d'initiation. Ils ont fait leurs preuves. On est satisfait et j'espère que ça va continuer pour la nouvelle planche. Inch'Allah, mais il faut dire que les jeunes aujourd'hui aiment bien tout ce qui est nouveau, hein, donc ils s'adaptent très facilement aux nouvelles technologies, j'ai envie de dire. Exact. N'est-ce pas? Voilà, et justement, notre collègue Riles Ould Hamouda vous a rendu visite et pour faire plus ample connaissance justement avec ce nouveau support de cette discipline. Et je vous laisse voir donc ce reportage où Riles Ould Hamouda nous explique avec un peu plus de détails. Et on se retrouve juste après. La planche RSX, un support de la voile olympique. En 2008, elle a remplacé la planche Mistral pour les Jeux de Pékin. Elle sera à son tour remplacée en 2024 à Paris par l'EcuFoil. La RSX demande de la puissance physique en utilisant des mouvements de traction pour augmenter le vent dans la voile et avoir plus de vitesse. Avec l'arrivée du foil, c'est une petite révolution qui touche le monde du windsurf. C'est un renouveau à la fois en termes de performance, de technique et de tactique. Cette nouvelle planche, c'est une planche qui remplace les RSX aux prochains Jeux Olympiques de Paris. Cette nouvelle planche a pris ses premières compétitions au championnat du monde et Europe en 2020. La particularité de ce nouveau support est que la planche utilise un foil qui permet à cette voile de voler au-dessous de l'eau et d'atteindre des vitesses de pointe supérieures à 30 nœuds. L'EcuFoil, un matériel que l'équipe nationale de voile peine à recevoir, chose qui pénalise les athlètes alors que plusieurs compétitions les attendent. L'EcuFoil, la nouvelle planche olympique désignée pour le mandat olympique prochain, c'est la planche qui sera au rendez-vous aux Jeux olympiques de Paris 2024. Cette planche, la fédération n'a pas encore souhaite l'intervention de la tutelle afin de faciliter l'acquisition de ce matériel dont les athlètes ont besoin vu le retard immense qu'on a subi afin de préparer très bien les Jeux méditerranéens 2022 d'Oran. En EcuFoil, il reste des moments de pétole, surtout quand les vents sont légers.
Lors des compétitions, les risques d'annulation sont plus importants qu'avec le support RSX. Et voilà. Et voilà, c'était donc un reportage de Riles Ould Hamouda qui s'est intéressé à ce nouveau support. Je reviens à vous, Monsieur Amrich. Donc, au début du reportage, donc Riles nous a un petit peu expliqué les techniques donc, de la discipline à planche à voile avec ce nouveau support. On reste sur les mêmes techniques ou il y a de nouvelles techniques qui sont introduites? Il y a de nouvelles techniques. En fait, la différence, c'est au niveau de la position, des appuis, mais le principe reste le même par rapport à la compétition. Le règlement, c'est le même. Donc, il y aura juste une adaptation, je dirais, à faire sur le nouveau support et c'est parti. Hein. Normalement, on n'aura pas de peine à intégrer ou à rivaliser avec les autres pays, quoi. Voilà, mais sinon, pour cette adaptation, alors est-ce qu'elle se fait facilement avec les jeunes? Parce qu'il y a quand même des réflexes qu'on acquiert. Hein, donc, on voit bien que ce sont des entraînements quand même qui se font tout au long de l'année. Donc, on acquiert des réflexes. Est-ce que c'est évident quand même avec les jeunes de passer à de nouveaux réflexes? Oui, c'est évident, d'autant plus que les jeunes de maintenant, ils sont très intéressés par les nouvelles technologies. On les a mis déjà à l'épreuve sur la planche qu'on a. On a 2 planches d'initiation et ils s'intègrent, ils s'adaptent facilement sur la planche. Et on attend de recevoir la bonne planche pour bien préparer les JM. C'est ce qui est un petit peu un obstacle pour vous aujourd'hui. C'est vraiment l'accès à ce nouveau support. Tout à fait, avec les difficultés de l'importation et tout. Donc la fédération a lancé un avis d'appel d'offres. Ils ont établi un cahier des charges. Ça a été infructueux, donc il n'a pas abouti. Et on a eu des garanties par le MJS pour acquérir nous-mêmes les planches sur une sortie ou une compétition qu'on va bientôt faire, Inch'Allah. Bah, surtout, vous êtes pris par le temps. Hein. Les Jeux méditerranéens d'Oran, c'est pour bientôt. C'est pour très bientôt. C'est pour le mois de juillet. Donc, vous êtes un petit peu pris par le temps. Mais sinon, pour revenir un petit peu à cette discipline, donc on sait très bien que c'est l'une des disciplines qui sont pratiquées tout au long de l'année. Tout à fait. N'est-ce pas? Donc, vous n'avez pas de problème avec le froid, vous n'avez pas de problème avec la mer glacée. Pas du tout. Par contre, ce matin, en annonçant le sommaire, Mina Abed, Miss Météo et moi-même, on se posait la question sur les vagues. Donc on se disait, vous avez besoin peut-être d'un peu de vagues? On a besoin beaucoup plus de vent. De vent. Voilà. De vent. Alors quelles sont justement les conditions météorologiques? Parce qu'aujourd'hui, Mina Abed nous a annoncé quand même un temps pas très beau. Alors ça vous arrange ou ça vous arrange pas? J'espère qu'on va faire rentrer un petit peu de chaleur dans le corps des Algériens avec la pratique de la voile. C'est vrai que la pratique nécessite du vent. Contrairement à d'autres activités, le surf il demande les vagues, mais la pratique de la voile demande le vent. Donc la meilleure pratique c'est quand on a minimum c'est 5-6 nœuds, voilà, donc c'est 5-6 nœuds et au-delà on peut faire de très belles prestations avec. Alors je ne sais pas si Mina Abed, je sais qu'elle est en régie, je ne sais pas si elle pourra nous rappeler aujourd'hui l'état de la mer. Ouais. Mina, si tu nous entends, si tu es en régie, l'état de la mer aujourd'hui? 50 km. C'est une bonne chose pour la voile. Justement, en venant ce matin, j'ai vu que la mer était pas vraiment agitée. Oui. Donc il y avait un bon vent pour la pratique de la voile. Et j'espère que tous nos clubs en profiteront aujourd'hui parce qu'on n'a pas eu de vent. C'est vrai que nous avons eu des températures plutôt clémentes ces derniers temps. Et tout, voilà. Donc j'espère que c'est une aubaine pour nous et j'espère qu'on va en profiter aujourd'hui. Certainement. Encore une fois, pour vous entraîner, puisque vous êtes un petit peu pris par le temps, encore une fois. Les Jeux Olympiques, c'est pour très bientôt. Alors revenons un petit peu à la discipline, à l'intérêt. Donc pour la discipline, ça commence à quel âge? Donc la discipline commence à l'âge de 7 ans. Donc avec des petits bambins qu'on met sur des caravelles, c'est des bateaux écoles. Donc ils commencent à l'âge de 7 ans, ils ont une formation de 2 années pratiquement. Et à partir de là, ils sont en compétition sur des optimistes. Donc c'est un petit bateau, c'est un petit bateau à voile. Et ils s'arrêtent à l'âge de 15 ans. Et après, ils passent sur d'autres supports. Donc il y a le laser, le ILK 4, le ILK 6 et 7 et il y a la planche BIC.
techno. Donc ça, ce sont les supports. Ce sont d'autres supports pour les jeunes. Et après, quand ils sont seniors, ils passent soit sur les dériveurs. C'est le ILK 6 et 7, pour le ILK 6 pour les filles et le 7 pour les garçons, et éventuellement pour la nouvelle Equifoil pour les seniors. Très bien, donc ce sera pour les seniors cette fois-ci. Voilà. En attendant donc de le faire passer encore une fois aux plus jeunes. Exactement. Vous comptez aussi donc les introduire, leur apprendre encore une fois. Tout à fait, justement par rapport à la nouvelle acquisition qu'on va faire, on a demandé d'avoir des planches pour les jeunes. C'est des planches, c'est pas des Q-foil, c'est des planches big foil. Donc, ça sera pour initier les jeunes pour les Q-foil, quoi. Très bien. Alors, encore une fois, donc, ce sont les supports qui changent d'une catégorie à une autre, donc en fonction, encore une fois, de l'âge. Mais est-ce qu'il y a dans la discipline d'autres sous-disciplines? Il n'y a pas de sous-discipline. En fait, la Fédération algérienne de voile compte 7 disciplines. Donc, nous avons l'optimiste pour les 7-15 ans. Nous avons la Big Techno de 93 pour les moins de 13 ans. C'est les U13 jusqu'à l'âge de 25 ans. Et nous avons les dériveurs ILK 6, ILK 4 pour les adultes. Nous avons le ILK 6 et le 7 pour les adultes. Le ILK 4 pour les jeunes de 18 ans, de 17, 18 jusqu'à 19 ans. Et récemment, la Fédération algérienne de voile a lancé le kitesurf. Donc c'est une nouvelle discipline qui a été recadrée plutôt par la Fédération. On a eu cette année le plaisir de lancer le premier championnat à Djidjel, qui s'est déroulé à la fin de l'année, au mois de décembre. C'était très bien passé. Et le prochain rendez-vous, ça sera au mois de mars à Mostaganem. Que Samira Hadjama, qui est passée juste avant vous, est en train d'attendre avec impatience. Ça sera un grand plaisir. Donc ce sera la prochaine compétition donc, du kitesurf. La première compétition de l'année 2022, ça sera le kitesurf à Mostaganem. Voilà, mais sinon, pour ce qui est donc, de ces sports, quelles sont les disciplines qui attirent le plus, qui intéressent le plus? C'est la planche. La planche à voile, La planche, c'est plus facile, peut-être? Ou c'est plus accessible? Elle est plus attractive, plus spectaculaire. Et avec c'est vrai que c'est spectaculaire. Mais le kitesurf, je pense qu'il va prendre le dessus. Parce qu'il est plus spectaculaire, le kitesurf. D'accord. Donc il faut dire que aujourd'hui, que ce soit pour le kitesurf justement ou encore pour la planche à voile, ça se démocratise de plus en plus. Donc on voit qu'il y a la naissance de plusieurs et l'émergence de plusieurs clubs justement de voile, de kitesurf sur plusieurs sur le littoral, sur plusieurs régions côtières. Donc la fédération compte pratiquement 40 clubs. 40 clubs sur tout le littoral de El Qala, Annaba, Skikda. Skikda aussi, il faut en parler, c'est un bon pôle de développement pour la planche à voile. Ils font de très belles choses là-bas. Et il y a une quinzaine de clubs au niveau d'Alger et une dizaine de clubs au niveau de l'Oranie. Et il y a 12 ligues actuellement qui activent. Et c'est vrai que la pratique a tendance d'augmenter, mais le problème reste toujours le matériel. Le matériel, donc c'est un matériel d'importation. Voilà. Par exemple, si vous prenez les Q-foil, c'est une planche qui avoisine les 7 000 €. Donc c'est pas évident que les clubs... Un gros budget. Voilà, c'est un grand budget, c'est pratiquement le budget de 2 ou 3 clubs annuellement. Voilà, donc justement dans ce contexte-là, on est en pourparlers avec un artisan. Un artisan qui fait de très belles réalisations, c'est un shaper qui fait de très belles réalisations. On compte sur lui pour qu'il lance une planche nationale. Donc avec un coût moindre. Et voilà, de là on va essayer de fournir tous les clubs pour qu'il y ait une compétition nationale, parce que l'ancienne planche, la RSX, son devenir est serré. Donc justement, dans 15 jours, d'ici le 12 mars, on aura le collège technique national. Et on va parler avec tous les techniciens du devenir de cette planche et éventuellement lancer une nouvelle catégorie. Une nouvelle catégorie. Alors justement, pour parler de cette planche, du moment que vous avez fait appel à un artisan, donc c'est ce qui va encore créer de l'emploi, c'est ce qui encore
intéressant Exact. et pourquoi pas en faire tout un métier. Alors, quels sont les matériaux dont on a besoin? Est-ce que c'est la fibre de carbone? Fibre de carbone, le plastique. D'ailleurs, l'écu-foil, elle est fabriquée à base de déchets plastiques. D'accord. Et donc, il y aura le carbone et toutes les technologies qui vont avec. Voilà. Qui vont avec. Donc, juste un cahier de charge et une bonne discussion. Voilà. Un bon encadrement, on va dire, par rapport. Alors, pour revenir un petit peu à la discipline, donc là, vous parlez plutôt, j'ai envie de dire, d'un stade plutôt professionnel. Donc là, on parle de compétition, on parle quand même de Jeux Olympiques, on parle de fédération, etc. Mais j'ai envie de dire pour les amateurs, donc des vacanciers qui voudraient probablement de temps en temps faire de la planche. C'est possible. Il y a des clubs qui font de l'apprentissage, qui font des petites formations de courte durée, donc pendant les vacances. Donc j'invite les gens qui veulent pratiquer ou apprendre à faire de la voile, ils n'ont qu'à se rapprocher des clubs qui sont proches de chez eux et ils trouveront, Inch'Allah, un accueil. Inch'Allah. Et ben voilà, merci beaucoup donc d'avoir été parmi nous ce matin. On vous souhaite un beau succès avec ce nouveau support. Merci, Inch'Allah. À vous et à tous les adhérents. Merci beaucoup. Je rappelle, M. Adnan Amrich, vous êtes le directeur technique national au niveau de la Fédération algérienne de voile. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Et nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouverai demain à partir de 8h. Bonne journée à tous. Au revoir.